Bonjour et bienvenue. Ensemble, nous allons découvrir et comprendre ce que sont les watringues, leur histoire, leur étendue, leur fonctionnement et les enjeux qu'elles représentent pour nous tous. Mais avant de commencer, savez-vous ce que sont les watringues ? Alors là, c'est une bonne question, je ne sais pas. Ruisseaux, rivières, l'eau d'écoulement des bas-côtés, je dirais. À Saint-Omer, c'est les canaux avec de l'eau dedans, oui. Les canaux qui longent dans les marais, qui longent le canal. C'est pas les caniveaux ou... Ouais, les caniveaux, je dirais. Le terme des watringues est un mot d'origine flamande qui signifie cercle d'eau. Water pour eau, ring pour cercle. Si ce terme a fait son apparition il y a près de 1000 ans, c'est parce que son histoire est liée à celle des polders, des terres qui ont été gagnées sur la mer. Les habitants de la région d'Audruic ont beaucoup à dire sur leurs watringues, sans toutefois connaître précisément la richesse et la complexité de son histoire. Les watringues tirent leur origine des mots flamands water et ring, que l'on peut traduire littéralement par cercle d'eau. Cette plaine est un territoire conquis sur la mer qui doit son existence à l'unique maîtrise de l'eau. C'est cette histoire que nous allons tenter de vous raconter. La région des watringues se situe dans un triangle formé par les villes de Calais, Dunkerque et Saint-Omer. En Flandre maritime, la superficie des terres watringuées représente 80 000 hectares, dont près de 60 000 sont des terres cultivées. Ce sont plus de 600 km de cours d'eau qui sillonnent la région d'Audruic, constituée à 70% de watringues. La majorité de ce territoire est située à une altitude inférieure au niveau des plus hautes mers et forme une plaine qui reçoit l'eau des bassins versants de l'Aa et de la M. Au cours des siècles, les habitants de la Flandre maritime se sont voués à évacuer les eaux à la mer, à faire barrage aux entrées d'eau marine et à retenir l'eau douce en période sèche. On peut expliquer la gestion du plan d'assainissement d'un territoire à 3 niveaux. À l'échelle d'une parcelle, les installations de drainage collectent l'eau de pluie. Les terres sont ensuite regroupées en casiers hydrauliques par niveau et par émissaire d'évacuation. Autour d'Audruic, les grands émissaires d'évacuation sont par exemple le Mardic, le Houlet, la rivière d'Oie ou le canal de Calais. À ces émissaires d'évacuation s'ajoutent des émissaires secondaires qui collectent l'eau des terres. À l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais, des stations de pompage gérées par l'Institution interdépartementale de l'aménagement des eaux permettent d'évacuer plusieurs millions de mètres cubes d'eau. À Gravelines, les portes à la mer construites par Vauban isolent les terres et permettent d'éviter un conflit entre l'eau de mer et l'eau douce. Enfin, le cordon dunaire protège les terres des fortes marées d'équinoxe. À l'époque romaine, l'océan s'épanche 2 fois par jour dans la plaine de la Flandre maritime. La population habite sur de petites îles assez élevées pour que les marées ne puissent les atteindre. La situation s'aggrave au IVe siècle où une crise climatique recouvre entièrement le pays. Le delta de l'Aa forme alors un golfe immense qui va de Calais à Newport en passant par Saint-Omer. C'est au 7e siècle que les bénédictins débutent la mise hors d'eau du territoire. Ils évangélisent la Flandre en s'appuyant sur leur connaissance de l'agriculture en terrain marécageux. Cependant, il faut attendre les comtes des Flandres pour voir une politique cohérente d'assèchement des terres. Philippe d'Alsace crée des sections de watringues en 1169. Les watringues, c'est un système d'assèchement du territoire de polder qui a été mis en place au XIIe siècle et qui sert à évacuer donc, les eaux continentales de notre polder à la mer, puisqu'on est sur un secteur qui est en dessous du niveau de la mer. Donc pour créer un polder, il y a déjà tout un effet naturel. Dans un premier temps, il y a des dunes qui se forment, qui vont ralentir le courant en arrière du secteur dunaire. Ça va faire remonter le niveau du sol régulièrement et ensuite l'homme entre en action et assèche l'ensemble de ce territoire de polder. Il y a des constructions de digues, des canaux qui vont ceinturer le système de digues et des pompes qui vont permettre de relever l'eau des casiers hydrauliques dans les canaux pour ensuite être évacuée à la mer. Comme tout est artificiel, on a creusé un canal pour évacuer les eaux à la mer.
Après, on a creusé des rivières pour favoriser les connexions entre la ville de Saint-Omer et la mer. Et après, on a creusé des fossés pour permettre la mise en culture du marais. Donc tout ça, c'est interconnecté, fossé, maître-fossé, rivière, canal. Watringue, watergang, canaux, ouverture à la mer, le territoire des Watringues est un ensemble de voies d'eau connectées qui s'étend sur le triangle Dunkerque, Calais, Saint-Omer et dont la fonction est d'assécher le polder. Plus qu'un territoire, les Watringues sont également l'empreinte de l'action humaine sur la nature. En gagnant des terres sur la mer et en voulant dompter l'évacuation des crues, il a fallu créer des ouvrages spécifiques. Si ces ouvrages ont été réalisés progressivement depuis le XIIe siècle, c'est en 1976 que les conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais ont créé l'institution interdépartementale des Wateringues. Beaucoup de dates jalonnent l'histoire des Watringues, mais certains faits sont plus marquants que d'autres. À l'époque romaine, le territoire des Watringues était un grand marécage et c'est avec l'expansion du christianisme en Flandre qu'apparaissent les premières tentatives d'assèchement. Elles sont d'abord initiées au monastère de Thérouanne sous l'impulsion de saint Omer. Les marais sont asséchés pour favoriser l'agriculture. Il faudra attendre l'avènement de la dynastie des comtes de Flandre pour voir des travaux sérieux de défense contre la mer pensés à l'échelle de toute la plaine maritime. Au XIIe siècle, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, organise le dessèchement sur l'ensemble du littoral. Il crée les Watringues et leur donne une administration propre et indépendante grâce à laquelle une politique d'assèchement cohérente sera menée. En 1619, Wenceslas Gauberger parvint à assécher la zone des Moers. Il entoure ce secteur le plus bas du polder de 32 km de digues et d'un anneau d'eau. 23 moulins équipés de vis d'Archimède vont alors pomper et rejeter les eaux à la mer. Au fil des siècles, le territoire des Watringues va être secoué par les guerres et les inondations stratégiques. La dernière en date est celle de 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. Après cette période trouble, la mécanisation et l'expansion de l'agriculture rendent nécessaire un assèchement plus efficace et rapide des Watringues. Dans les années 1970, un vaste programme de drainage et d'implantation de stations de pompage est lancé. De nouveaux aménagements voient le jour, puis après de sévères crues, l'institution interdépartementale des Watringues est créée. L'institution interdépartementale, c'est-à-dire Nord et Pas-de-Calais, a été créée en 1976. Elle a pour but d'essayer d'évacuer autant que possible les crues du polder de Flandre-Maritime qui va de Calais jusqu'à la frontière belge, une partie même de la Belgique, et jusqu'à Saint-Omer. Des éléments du passé sont encore visibles aujourd'hui. Ce patrimoine à la fois fonctionnel et immatériel s'illustre à travers des dénominations, d'anciens corps de moulins, de la toponymie, des traces d'ouvrages ou encore des références religieuses. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'histoire des Watringues, nous allons découvrir les principes de fonctionnement. Gérer les eaux, d'accord, mais entre les saisons, la marée, les conditions météo, quel est leur rôle aujourd'hui ? Notre rôle, c'est d'évacuer les crues et on pense aux périodes d'inondation. Alors dans ces cas-là, effectivement, lorsqu'on a des pluies importantes, que les conditions de marée ne sont pas tout à fait favorables, lorsque on est en marée haute et qu'on peut donc évacuer les eaux à la mer, on doit faire fonctionner nos ouvrages, nos pompes. Bien évidemment, elles ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. Lorsqu'on est à marée basse, on ouvre les portes pour laisser l'eau s'écouler naturellement. Et dans certains cas, même extrêmes, pour ne pas gaspiller l'eau douce, il peut arriver effectivement qu'on n'ouvre pas du tout les portes. Il s'agit effectivement de ne pas gaspiller cette eau douce qui est rare en été. Selon les marées et la saison, on peut soit décider de pomper, évacuer ou préserver l'eau douce. C'est grâce à un ensemble d'installations que le système fonctionne correctement. Néanmoins, même si tout est bien géré, il y a différents acteurs avec pour chacun un rôle précis à jouer. Pour gérer ces ouvrages, nous avons des partenaires à l'amont, les sections de Watringues sur 2 ouvrages et Voies navigables de France sur l'exutoire central qui est également navigable, pour lequel la gestion est plus compliquée puisqu'il faut concilier la régulation hydraulique avec la navigation des péniches. Pour que le système des Watringues fonctionne correctement, tous les acteurs doivent bien jouer leur rôle. Donc les sections de Watringues dans leur secteur s'occupent de l'entretien des cours d'eau, donc les cures pour enlever les vases, focardes pour enlever les roseaux, et de façon à ce que l'eau, quand il pleut, puisse arriver rapidement jusqu'à la mer et à nos ouvrages. Et ensuite, nous, on doit bien gérer nos ouvrages pour que l'arrière-pays soit sec. La coordination des moyens entre les différents acteurs assure le bon fonctionnement du système d'évacuation des eaux à la mer et le maintien de l'arrière-pays au sec.
Pour autant, des protocoles et des modalités sont nécessaires dans le pilotage et la gestion quotidienne. En fonction des situations hydrauliques, des modalités de gestion des ouvrages sont appliquées par les différents exploitants de Calais, de Dunkerque, de Gravelines ou de Bergues. Ces modalités de gestion sont définies dans des protocoles de gestion arrêtés par l'autorité préfectorale et définis en concertation avec l'ensemble des acteurs en charge de la gestion de l'eau, à savoir l'institution interdépartementale des Watringues, les sections de Watringues, Voies navigables de France, les collectivités territoriales. On distingue deux modes de gestion. Un mode de gestion été, dite de basse eau, un mode de gestion hiver ou en crue. Ces règles de gestion sont intégrées dans des automates programmables communicants qui équipent l'ensemble des ouvrages d'évacuation des crues. Ces automates associés à des outils de supervision permettent de piloter, contrôler, collecter, mais aussi d'alerter en cas de dysfonctionnement ou de montée rapide des eaux. En fonction de la situation hydraulique et de la disponibilité des équipements, le système automate génère une consigne qui est affichée sur le système de supervision. Selon les ouvrages, on distingue un mode automatique, semi-automatique et à tout moment, l'opérateur peut prendre la main sur le système automate. Depuis son poste de supervision à l'écluse Carnot, l'opérateur peut visualiser en temps réel la situation hydraulique au droit des ouvrages. Il peut piloter à distance les équipements des ouvrages, les barrages à la mer, les stations de pompage. Cet outil mis en place chez chaque exploitant est essentiel pour optimiser l'exploitation et la maintenance des ouvrages. Les systèmes d'automatisation et de centralisation des données permettent d'avoir une situation précise à tout moment et aider les acteurs dans les prises de décision. Selon la saison et les besoins d'évacuation ou de retenue d'eau, une gestion plus spécifique, voire au cas par cas, est nécessaire. En hiver ou en été, on ne gère pas les eaux de la même manière sur chacune des installations. L'été, on a a priori moins d'eau qu'hiver. On doit maintenir un niveau d'eau minimum en été pour les remontées de sel au niveau littoral. Et pour nous, à l'interne, c'est la circulation des bateaux dans les cours d'eau parce que si les niveaux d'eau ne sont pas bons, ça pose des problèmes de navigation, de circulation. Donc c'est important. On a des maisons habitées sur des îles, donc on a besoin d'avoir des niveaux d'eau qui soient cohérents avec les activités et le territoire. L'hiver, on a quelquefois des gros afflux et surtout le bassin versant de la qui est très imposant, qui peut faire arriver des grandes quantités d'eau qui font monter le niveau du marais. Et c'est des périodes un peu critiques. La gestion de l'eau des Watringues, de toute façon, ici, elle est complètement dépendante du niveau du canal. C'est-à-dire si le niveau du canal est haut, si on ne peut pas évacuer l'eau à la mer, le marais, forcément, comme il est interconnecté, il prend l'eau. Et si jamais on anticipe les crues, ce qui arrive régulièrement en hiver, on baisse le niveau du plan d'eau et le niveau du marais baisse également. Alors l'hiver, l'évacuation à la mer se fait à chaque marée basse, donc 2 fois par jour. Et lorsqu'il y a des épisodes pluvieux, les sections de Watringues qui sont à l'amont et qui gèrent l'ensemble du réseau de petits canaux dans le polder nous alertent sur le fait que le niveau est élevé et nous demandent d'enclencher une période de pompage. Donc à partir de ce moment-là, nous, à chaque marée haute, pendant que l'écoulement naturel n'est pas possible vers la mer, on met en route la station de pompage avec une gradation dans la puissance qu'on met en place en fonction des niveaux à l'amont. Une gestion différenciée suivant les saisons et la marée. Un entretien et un contrôle régulier des équipements. Autant de facteurs qui jouent un rôle sur le bon fonctionnement des Watringues. On a l'habitude de dire qu'on distingue 3 facteurs, 2 naturels, à savoir notamment la pluie, c'est bien évidemment le facteur auquel on pense en premier, puisque c'est ça qui génère les crues, principalement en hiver. Ensuite, on a un facteur qui est vraiment spécifique à notre polder, qui est donc la marée, puisque la marée est fondamentale pour les écoulements à la mer, et certaines marées sont favorables, d'autres le sont beaucoup moins. Et le troisième facteur, c'est le bon fonctionnement de nos ouvrages, que ce soit donc au niveau des canaux ou des watergangs qu'il faut entretenir régulièrement, mais aussi de nos stations de pompage pour lesquelles il faut avoir des programmes de maintenance très réguliers et puis faire des opérations de renouvellement et de rénovation assez régulièrement. Nous pouvons penser que nos actions n'impactent pas le fonctionnement des Watringues. Pourtant, nous avons tous un rôle à jouer et une responsabilité commune vis-à-vis de l'environnement. Les cours d'eau, ce ne sont pas des poubelles, il ne s'agit pas de jeter ces déchets dans ces canaux. Certes, là, avec l'écoulement, les déchets partent. Ces déchets ont surtout pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de nos ouvrages. Bien sûr, ils polluent ces milieux qui sont fragiles et à la fin, il ne faut pas oublier que tous ces déchets risquent d'arriver en mer.
Se réapproprier la culture du polder de manière ludique et pédagogique, c'est une façon de comprendre les enjeux et le fonctionnement des wateringues. C'est grâce à cette prise de conscience que nous serons capables d'évoluer et de nous adapter aux changements climatiques de demain. Je pense que pour l'instant, aujourd'hui, nous pouvons dire que le bilan est parfait. Nous n'avons eu aucune crise majeure. Nous avons pu évacuer parfaitement toutes les inondations, toutes les crues du secteur jusqu'à aujourd'hui. Nous évacuons 130 mètres cubes secondes. Nos installations fonctionnent, elles sont en bon état. La maintenance est assurée, donc tout ça se passe très bien. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée, sauf que les changements climatiques arrivant, la mer est derrière nous et petit à petit est en train de monter de niveau. Il est temps aussi d'envisager une nouvelle étape où nous pourrons conforter l'institution avec les intercommunalités du secteur et travailler aussi sur les risques de changement climatique. Notre aventure touche à sa fin. Nous avons vu que le système d'évacuation des eaux à la mer, avec ses ouvrages et les outils qui permettent de les piloter, ne cesse d'évoluer et de se perfectionner. Néanmoins, des interrogations légitimes se font jour en raison des évolutions climatiques annoncées et nous devons, comme nos voisins britanniques, néerlandais et flamands, réapprendre à vivre avec l'eau. Comprendre et développer la culture du polder, c'est prendre conscience du risque et donc savoir se préparer aux situations de crise. Nous sommes tous concernés, aujourd'hui et demain. C'est grâce à l'innovation, l'intelligence, l'imagination que nous pourrons consolider l'œuvre de nos prédécesseurs, construire un territoire adapté aux risques et assurer l'avenir du territoire des wateringues. Maintenant que vous êtes incollables sur les wateringues, parlez-en autour de vous. À bientôt!